Alors, je vais vous parler de marché financier et de transition énergétique écologique. Donc, marché financier, on en a déjà parlé un peu cet après-midi. On m'a dit, mon petit doigt m'a dit qu'à peu près un quart d'entre vous connaissaient la finance. Bon, alors c'est très bien. C'est surtout aux autres que je vais m'adresser. C'est surtout aux autres que je vais m'adresser. Et donc, bon, ça va être un sujet un peu technique. Je sais bien que Gaël Giraud, avec ses modèles, est aussi rentré dans la technique. Mais la finance est un domaine de haute scientificité. Et rien que ça en soi, ça pose problème. Parce qu'en vérité, bon, la première chose qu'il faut dire sur la finance, c'est que personne n'y comprend rien. Ni l'homme de la rue, ni l'homme politique, ni le journaliste. Et que donc, ça pose un peu un problème de pouvoir. Les gens qui comprennent sont des spécialistes, en fait. Et comme c'est pas tout à fait la même chose que pour comprendre la relativité générale, les marchés financiers, c'est eux qui gouvernent. Alors, mon plan sera le suivant. Je vais d'abord vous faire un petit aperçu historique pour expliquer comment les choses se sont mises en place. Ensuite, je parlerai justement des mathématiques financières et de la théorie mathématique de l'arbitrage. Ensuite, troisième point, j'évoquerai les rapports entre les marchés réels et puis ce que disent les mathématiques et leurs marchés idéaux, peut-on dire. Le quatrième point, ça sera d'étudier comment l'économie parle des ressources non renouvelables, les métaux, etc., le pétrole. Et je terminerai par des commentaires sur l'importance d'indicateurs non financiers. Donc, bon, l'économie est une science assez récente, surtout si on la compare aux mathématiques. Telle qu'on la connaît aujourd'hui, telle que vous la connaissez, elle commence véritablement au XVIIIe siècle avec ce qu'on appelle les classiques. Bon, avant, il y avait déjà des réflexions économiques, mais disons, c'est avec les classiques. Donc, Adam Smith, Jean-Baptiste Say, Ricardo, Auguste Walras, le père de Léon Walras. Alors, à ce stade, on peut dire que c'est de la philosophie plutôt que des calculs. C'est de la philosophie ou de la géopolitique, des raisonnements sur les échanges. Il n'y a quasiment pas de mathématiques. Les mathématiques, en fait, apparaissent en économie à peu près en 1830. À peu près en 1830, sous la plume d'ingénieurs, notamment Jules Dupuy, ingénieur des ponts, Léon Walras, ingénieur des mines, et puis Augustin Cournot, qui est très important également, et puis également des scientifiques étrangers comme Stanley Jevons et d'autres. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils réfléchissent à représenter mathématiquement l'offre et la demande, essentiellement. En prenant exemple sur la science qui, à cette époque, était la plus prestigieuse, à savoir la mécanique rationnelle. Vous savez, après Euler et Lagrange et Hamilton, la mécanique rationnelle était la belle science qui montrait les lois de l'univers. Et en effet, les économistes le disent eux-mêmes. Jevons le met dans un texte célèbre, que en fait, les équations qu'ils trouvent sont les équations de la mécanique, notamment leurs raisonnements infinitésimaux sur certaines situations lorsqu'on augmente d'un côté ou on augmente de l'autre. C'est tout à fait le théorème des travaux virtuels d'Alembert. Donc, l'économie néoclassique, ce sont des petites courbes
comme celles qui sont là figurées. Alors Jules Dupuy, c'est un très beau raisonnement sur les péages. Il y avait plein de péages à cette époque-là sur les ponts partout. Et évidemment, si le prix du péage il est très élevé, plus personne ne passe et donc vous ne gagnez rien du tout. Et puis si le péage il est très bas, vous ne gagnez rien non plus. Et donc il y a un optimum que M. Jules Dupuy s'est amusé à trouver mathématiquement. Et puis donc Léon Walras avait été jusqu'au théorème de l'équilibre. Aujourd'hui encore, il y a des économistes comme le traité de l'économie industrielle de Jean Tirole où vous trouvez encore des schémas du même type que l'économie néoclassique. Alors au XXe siècle, les mathématiques se sont un petit peu perfectionnées en économie parce qu'on rencontre un certain nombre d'articles qui font appel au calcul variationnel. Et en particulier un célèbre papier de Hotelling qui traite justement du problème des ressources non renouvelables. Très très beau papier avec vraiment des très jolies mathématiques. Ce sont des raisonnements déterministes et il arrive à une règle d'or qui est que le bon prix pour des ressources renouvelables, c'est de suivre en quelque sorte l'index, l'intérêt des bonds sans risque. C'est ça sa règle d'or. Hotelling, donc ça c'est dans les années 1930. Et puis, à cette période également, il y a un très important courant qui dit qu'il y a un agent qui a un rôle particulier dans l'économie et puis qui doit contribuer à sa dynamique, c'est l'État, et c'est le keynésianisme qui est mis en œuvre par John Maynard Keynes, qui est non seulement un économiste, mais également un philosophe et qui a beaucoup écrit aussi sur les marchés financiers avec cette distinction entre les spéculateurs et les entrepreneurs. Bon. Après la Seconde Guerre mondiale, se mettent progressivement en place les institutions qui sont celles dans lesquelles nous nous trouvons aujourd'hui. À mon avis, j'aime bien distinguer 4 étapes qui me paraissent assez significatives. La première, alors, oui, ça c'est un transparent pour vous expliquer que, comme Gaël Giraud l'a fait comprendre, l'économie néoclassique, si on mesure les grandeurs qui y figurent, on ne trouve pas des courbes, mais on trouve des nuages de points, évidemment, parce que c'est d'une très très grande simplification. Bon, mais ça vous l'avez bien compris. Alors, la première étape dans la période d'après-guerre, à mon avis, en tout cas une étape très importante, c'est un papier de Friedrich Hayek qui s'appelle « The Use of Knowledge in Society ». C'est un papier très bien rédigé, très intéressant. C'est la période des 2 blocs. Et son propos, c'est de montrer que l'économie libérale est nettement supérieure à l'économie planifiée pour une raison très intéressante, c'est qu'il expose que l'économie libérale, grâce à la propagation des prix, utilise beaucoup plus l'intelligence répartie, c'est-à-dire l'intelligence des gens qui sont sur place avec une usine, des ouvriers et qui savent les problèmes. Alors que l'économie planifiée, en fait, elle est très mal informée et raison pour laquelle ça marche moins bien. Alors, j'en reparlerai plus tout à l'heure, donc c'est la raison pour laquelle je passe vite sur ce point. La seconde étape, à mon avis, c'est le théorème d'Arrow-Debreu sur l'extension du théorème de l'équilibre au cas incertain. Hayek, c'était 1945, Arrow-Debreu, c'est 1952. De quoi il s'agit? C'est très simple. Le théorème de l'équilibre, vous connaissez sûrement, c'est traité classiquement dans une économie finie. Il y a un nombre fini de biens, il y a un nombre fini d'agents, et chaque agent vient avec un panier dans lequel il y a des carottes, des navets, des voitures, des maisons, tout ce qu'on veut, c'est bien. Et puis, il achète et il vend pour essayer de
d'approcher de sa fonction d'utilité avec laquelle il vient également, sa fonction d'utilité qui décrit ses préférences entre les différents biens. Alors on voit bien que s'il y a une répartition de prix sur tous les biens, chaque agent peut dessiner le panier qu'il souhaiterait. Et on dit qu'il y a un prix d'équilibre s'il y a un prix qui fait que ces vœux sont compatibles avec les totalités de chaque bien. Alors, sous des hypothèses sympathiques, on montre l'existence et l'unicité de cet état d'équilibre, de ce prix d'équilibre. Ce que Kenneth Arrow et Gérard Debreu ont découvert en 1952, c'est que ceci pouvait s'étendre au cas où il y a de l'incertain. Alors, ils le font de deux façons un peu différentes. Gérard Debreu fait ça avec des biens contingents, et Arrow avec, au fond, ce qui anticipe les marchés dérivés, c'est-à-dire des échanges de contrats à terme. C'est 1952. Donc vous connaissez un peu les dates. 1952, c'est 20 ans avant le premier rapport du Club de Rome. 1972. Et donc à cette époque-là, si j'en parle, c'est parce qu'à cette époque-là, on ne se souciait pas du tout des problèmes qui nous occupent cet après-midi. La planète, tout ça, non. Il y avait la concurrence des deux blocs. Et aussi bien à l'est qu'à l'ouest, on essayait de faire la croissance maximale. Et donc ce sont des idées qui sont totalement étrangères aux préoccupations qu'on a aujourd'hui. Si je dis ça, c'est parce que ce sont néanmoins des idées qui sont à la base de la mise en place des marchés financiers tels qu'on les voit aujourd'hui. En particulier, c'est l'idée de Arrow qui a été retenue et on a mis en place des marchés dérivés. En fait, il a fallu à peu près une vingtaine d'années pour que les idées des théoriciens de l'économie pénètrent tous les milieux décisionnels de la finance, et c'est dans les années 70 que les marchés financiers organisés avec leurs produits dérivés ont été mis en place dans toutes les places financières du monde. Alors, il faut bien voir que le théorème Arrow-Debreu, c'est une véritable révolution. Parce que c'est magique. C'est magique. En plus, il y a un truc qui est surprenant, c'est que c'est la même démonstration mathématique qui marche. Donc, il n'y a rien à changer. Et Debreu l'écrit lui-même, je ne sais pas si je l'ai là. Cette nouvelle définition d'une marchandise nous permet d'obtenir une théorie du cas incertain, libre de tout concept de probabilité et formellement identique à la théorie du cas certain. Vous savez que dans le temps, en tout cas à cette époque-là, il y avait beaucoup d'ingénieurs dans les banques. Il y avait beaucoup d'ingénieurs dans les banques et leur métier principal, c'est d'aller enquêter sur la qualité de gestion et les compétences des entreprises auxquelles les banques faisaient des prêts. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, ces ingénieurs? Ils établissaient des rapports qui construisaient des lois de probabilité sur la rentabilité des dites entreprises ou sur d'autres problèmes. Ensuite, en prenant l'espérance, on avait une ligne médiane qui était considérée comme une bonne rationalité des choix. Avec la mise en place des marchés, selon le théorème d'Arrow-Debreu, on n'a plus besoin d'ingénieurs du tout. Il n'y a plus besoin de probabilité, il n'y a plus de calcul de probabilité à faire. Les marchés disent tout. C'est-à-dire qu'en fait, les contrats à terme donnent la meilleure prospective possible. Au fond, ça veut dire que comment on construit la meilleure prospective efficace sur l'économie en demandant l'avis de ceux qui sont des intervenants sur les marchés. D'une certaine façon, c'est une prise de pouvoir des marchés financiers. Et donc, ça change complètement les modes de rationalité précédents. Les marchés disent les prix sur tout ce qui est incertain en matière économique. Donc ça, c'est la deuxième étape très importante. La troisième étape,
Pour ceux qui connaissent la finance, ça ne va pas les surprendre. La troisième étape, c'est 1973. C'est un papier de 2 chercheurs qui s'appellent Black et Scholes, qui, alors, ont un papier assez curieux dans lequel on utilise un mouvement brownien pour gérer justement des produits à terme, à savoir des options. Est-ce que j'ai un slide là-dessus? Oui. Avec une méthode tout à fait nouvelle, qui n'a rien à voir avec ce qu'on savait précédemment, qui s'appelle aujourd'hui la méthode de gestion en delta neutre ou gestion par réplication. C'est une méthode dans laquelle on achète et on vend énormément d'actifs sous-jacents pour arriver finalement à ce qui est demandé pour gérer l'option en question. Alors, si j'en parle, c'est parce que ça a été le début de l'ouverture de la finance à des mathématiques assez élevées. En fait, rapidement, les mathématiques dont se servent les traders sont arrivées à un niveau qui correspond à un niveau de difficulté semblable à celui de la mécanique quantique. C'est-à-dire que c'est un niveau qui est enseigné en Master 2 et donc, dont je vais vous faire une toute petite esquisse cet après-midi. Alors ça, c'est très nouveau. Et alors, je vais en parler davantage tout à l'heure. La quatrième étape, elle a été évoquée par Gaël Giraud. La quatrième étape, c'est la mise en place, à la fin du XXe siècle, au tournant du XXIe siècle, de la mise en place d'un marché organisé du crédit, avec donc des institutions nouvelles qui sont les agences de notation, qui notent des paquets de créances. Bon, alors là, c'est parti dans le décor. Donc en 2008, ils se sont rendus compte que ça ne marchait pas tout à fait. Ça a été un peu raconté par Gaël. En fait, c'est quand même grâce à l'argent public que les choses ont été remises sur pied. Mais il faut dire aussi que les agences de notation ont appris la leçon et se sont rendus compte qu'elles avaient très très mal joué dans cette affaire. Et donc, on peut dire que maintenant, ça ronronne jusqu'à la prochaine crise, quoi, hein. Donc ça, la titrisation, j'en parle pas, quoique c'est un sujet passionnant. Et d'ailleurs, certaines des questions qui ont été posées tout à l'heure pouvaient aussi faire rapport à ces sujets, mais bon. Alors, j'en viens à vous parler plus précisément de mathématiques financières, la théorie de l'arbitrage, les processus aléatoires en économie. Oui, alors attendez. Voilà. La théorie mathématique de l'arbitrage, c'est une théorie dans laquelle on ne peut pas faire d'arbitrage. Un arbitrage, ça veut dire un profit sans risque. Et donc évidemment, ce qu'essayent de faire les gens sur les marchés, c'est d'acheter et de vendre et puis que ça fasse un bénéfice. Donc la théorie mathématique de l'arbitrage, c'est une théorie mathématique qui décrit des marchés parfaits en un certain sens. Parfait au sens que on ne peut pas spéculer de façon profitable sans risque. C'est curieux qu'une hypothèse si simple, si faible, ait tant de conséquences. C'est assez curieux. En fait, l'idée qu'un juste prix est un prix, là je parle de situation en incertitude, hein, gestion d'options, des futurs, etc. L'idée qu'un juste prix est un prix où ni le vendeur ni l'acheteur ne peut faire un profit sans risque est une idée plus ancienne que Black-Scholes, mais elle avait été un peu oubliée. C'est une idée qui est liée aux probabilités subjectives, hein, de Finiti, Savage, Ramsey, etc. Alors en vérité, les mathématiques financières, c'est un tunnel de 70 ans. Parce qu'au début du siècle, il y avait un amateur inspiré, on peut l'appeler comme ça, Louis Bachelier, qui avait fait une thèse dans laquelle il disait un peu que la bourse c'était le mouvement brownien, etc. Sauf qu'à cette époque, le mouvement brownien n'était pas défini et que les travaux de Louis Bachelier, tout pionniers qu'ils étaient des travaux tout à fait intuitifs.
Ce n'est pas des maths au sens des mathématiciens, c'est des maths intuitives. Donc des jeux avec des joueurs infinitésimaux, etc. Et d'ailleurs, le grand Kolmogorov, en 1930, cite Bachelier. Mais cite Bachelier en disant c'est un précurseur, simplement. Alors, pendant 70 ans, les mathématiciens ont développé des outils sur le mouvement brownien, sur les processus aléatoires, sur toutes sortes de choses qui n'avaient aucun rapport avec la finance. C'est pour ça que le papier de Black-Scholes est une conjonction tout à fait importante, une vraie révolution épistémologique, comme on dit. Parce que, bon, pendant 70 ans, alors, on peut raconter ça rapidement, comme on raconte... je ne peux pas me déplacer, je suis captif des micros. Comme on raconte l'histoire de l'intégrale. Comme vous avez fait des maths en première année, vous devez vous souvenir que, bon, en maths, il y a deux grandes catégories de limites. Il y a des séries où on ajoute des choses de plus en plus petites. Et puis il y a les... Ah oui, d'accord. Ça marche ? Ah oui. Et puis il y a les intégrales. Les intégrales où on additionne des termes qui tous tendent vers zéro avec en nombre croissant. En nombre croissant. Ça, c'est l'intégrale, d'accord ? Et alors, cette idée, elle est très ancienne, parce que déjà, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, Archimède savait faire ça. Et Archimède, j'attire votre attention sur le fait qu'il le faisait extrêmement bien, parce qu'il a calculé comme ça le volume de la sphère et le volume du cylindre circonscrit. Il a calculé aussi l'aire d'une section de parabole. Donc l'intégrale Archimède, il savait parfaitement ce que c'était. Mais ça n'avait pas été codifié véritablement avant Bernard Riemann au milieu du XIXe siècle. Donc Bernard Riemann a construit ce qu'on appelle l'intégrale de Riemann. L'intégrale de Riemann qui est essentiellement des petites bandes pour calculer l'aire sous les courbes régulières. Et puis au début du XXe siècle, Henri Lebesgue a montré qu'on pouvait faire ça pour des fonctions beaucoup plus irrégulières et en plus avec une intégrale qui suit des règles beaucoup plus simples. Ça, c'est rare. C'est rare qu'on améliore comme ça et puis qu'en plus ça fasse des règles beaucoup plus simples à manier que l'intégrale de Riemann. Et alors, c'est pas fini parce qu'en 1930, Norbert Wiener, grand mathématicien, qui était un enfant surdoué, grand mathématicien, s'est rendu compte qu'on pouvait intégrer des fonctions déterministes par rapport à certains processus aléatoires. Processus aléatoires, donc des fonctions de carré intégrable, par rapport à des processus qu'on appelle des processus à accroissement orthogonaux. Grande découverte parce que ça a servi à toute la théorie du signal, au filtrage, etc., le filtrage de Wiener, etc. Donc ça a été une découverte importante. On peut faire de la transformée de Fourier aléatoire avec ça, etc. Mais ce n'était pas suffisant pour la finance. Non, pour la finance, il aurait fallu savoir intégrer des fonctions aléatoires elles-mêmes par rapport à des processus. Et c'est là qu'intervient un mathématicien japonais qui a découvert, juste après la Seconde Guerre mondiale, Koyoshi Ito, qui a découvert qu'on pouvait définir l'intégrale d'une fonction aléatoire par rapport, alors lui c'était par rapport au mouvement brownien, à la condition que cette fonction aléatoire n'anticipe pas par rapport au mouvement brownien. C'est-à-dire qu'elle se sert de hasard, mais de hasard qui est connu à l'instant présent. Elle n'utilise pas du hasard futur. Ce qu'on appelle l'intégrale d'Ito. Intégrale d'Ito. Et anecdote, Koyoshi Ito a reçu le prix Gauss en 2006. C'était à Kyoto, et j'y étais en l'occurrence. Et je me souviens très bien de son discours. Il a dit qu'il a été le premier surpris à savoir que ses travaux servaient en finance. Donc c'est typique de cette révolution
l'irruption de mathématiques très avancées en finance. C'est un véritable phénomène historique. Alors, ce qu'on peut faire, c'est passer rapidement. Alors, quelques slides. Donc ça, c'est un mouvement brownien simulé de façon récursive. Donc on peut faire des zooms à l'infini par cette méthode sur le mouvement brownien. Et donc on se rend compte que c'est quelque chose d'assez compliqué. Mais ça ressemble, c'est pour ça que je vous le montre, ça ressemble tout à fait à une copie d'écran. Ça, c'est une copie d'écran d'une devise par rapport à une autre. Et donc vous voyez que c'était quand même assez raisonnable de modéliser les cours financiers par des processus aléatoires du genre du mouvement brownien. Alors, quelle est l'accroche la plus simple, les petites considérations simples qui font que l'intégrale, ça intervient en finance? Je n'irai pas plus loin que ça, mais ça, au moins, vous le faire comprendre. Eh bien, c'est que, voilà, en finance, vous êtes spéculateur, donc qu'est-ce que vous faites? Vous vous fixez sur un actif, vous achetez et vous vendez. Vous achetez, puis après vous vendez. Évidemment, vous essayez d'acheter quand c'est bas, puis de vendre quand c'est haut, mais ça, c'est pas tellement facile. Donc, vous achetez et vous vendez, disons, sur une période de temps. Et au bout du temps grand T, qu'est-ce qui vous reste? Ben, il vous reste un bénéfice algébrique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez gagné, vous avez perdu. Mais ce bénéfice algébrique, il a une formule mathématique extrêmement simple. Si vous appelez f de t la quantité d'actifs que vous avez, qui change avec le temps puisque vous achetez, vous vendez, vous appelez ça f de t, eh bien, ce qui vous reste au bout du temps grand T, c'est l'intégrale de f de t par rapport au cours de l'actif. Et ça, c'est vrai, toujours, toujours, toujours. Ce n'est pas une question de modèle. C'est vrai, c'est rigoureusement vrai, arithmétiquement. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'à prendre pour f de t une fonction en escalier. Et vous voyez tout de suite que le bénéfice, si vous raisonnez sur chaque palier, vous voyez bien que le bénéfice, c'est la somme de f de tn, btn plus 1 moins btn. Et ça, c'est l'intégrale de la fonction en escalier. Et alors après les mathématiciens, à partir du moment où la formule est vraie pour les fonctions en escalier, vous pouvez leur faire confiance pour qu'ils étendent ça à des fonctions de carré intégrable pour le mouvement brownien, etc. Il n'y a pas de problème. Hein? Et même à des fonctions aléatoires. Donc, d'accord? Et donc, vous arrivez au fait que le résultat de la spéculation, eh bien, c'est somme de 0 à grand T de f de t dbt, parce qu'ici, j'ai supposé que l'actif, c'était un mouvement brownien. Et donc, si la fonction f est déterministe, ça fait l'intégrale de Wiener. Et si, ou éventuellement l'intégrale de Riemann. Mais si la fonction est aléatoire, alors à ce moment-là, c'est un peu plus compliqué. C'est la formule d'Ito. La formule d'Ito qui est écrite ici, qui est une formule de changement de variable où intervient, c'est ça qui est nouveau, non seulement la dérivée première de la fonction f de t, mais la dérivée seconde également. Et puis alors, ça a été généralisé à d'autres objets que le mouvement brownien, parce que le mouvement brownien, c'est vraiment le processus aléatoire central en mathématiques, c'est lié aux fonctions harmoniques, etc. C'est lié à l'opérateur laplacien. Mais il y a beaucoup d'autres processus qui permettent aussi de définir une intégrale. Et ça a été développé par la suite, notamment par un mathématicien français qui s'appelle Paul-André Meyer, et tout son sillage français et international qui a montré que, eh bien, on pouvait étendre le calcul d'Ito à des objets beaucoup plus généraux qui sont les semi-martingales. Semi-martingales qui sont... Alors, intuitivement, une semi-martingale, c'est quoi? Intuitivement, c'est quelque chose qui suit n'importe quelle courbe, mais avec en plus du bruit. Voilà, on peut dire ça. Il n'y a pas plus général. Et d'ailleurs, on peut montrer que les seuls processus pour lesquels on peut faire une intégrale, c'est les semi-martingales. Le théorème existe. Donc voilà. Alors, après, on a fait des modèles.
là, vous voyez l'équation de Black-Scholes, qui suppose que les coefficients sont constants, mais on peut considérer des équations plus compliquées. Et, eh bien, tout ça explique, et vous voyez les dates, là, c'est les dates qui sont importantes de la mise en place des marchés financiers. C'est dans les années 70-80 que se sont développés tous les marchés organisés avec leurs marchés dérivés, précisément parce que les techniques de gestion des produits à terme comme les options, selon l'idée de la gestion par réplication ou en delta neutre, étaient très efficaces et a permis effectivement de développer les marchés dans de bonnes conditions. Alors, ce que je voudrais vous dire à propos de tout ça, c'est que donc, les mathématiques financières représentent les cours financiers comme des processus aléatoires. Et un de mes résultats importants, c'est que, je vais vous dire ce que ça veut dire, mais je l'énonce d'abord, c'est que les cours des ressources non renouvelables, les minerais, les ressources énergétiques comme le pétrole, les gaz de schiste, les sables bitumineux, etc., sont bien représentés si on les représente par des martingales positives tendant vers zéro. Alors, une martingale, c'est un processus. Une martingale, c'est un processus qui a la propriété que la valeur demain, si on prend son espérance conditionnelle, sachant ce qui se passe aujourd'hui, ça donne la valeur d'aujourd'hui. Donc ça, c'est une martingale. Alors, il y a plein de martingales en économie parce que le fait de prendre l'espérance conditionnelle, c'est une sorte de rationalisation de la situation, n'est-ce pas ? Alors, une martingale qui tend vers zéro à l'infini, c'est pas évident du tout mathématiquement. Parce qu'on a l'impression que si on prend l'espérance conditionnelle de zéro, ça va faire zéro. Oui, mais non, justement pas. Parce que pour qu'on puisse faire ça, c'est plus compliqué. Toutes les trajectoires ne tendent pas vers zéro en même temps. Elles tendent toutes vers zéro, mais pas toutes en même temps. De cette sorte, prendre l'espérance conditionnelle, ça ne fait pas justement ce qu'on croirait. Alors, la plus simple des martingales positives tendant vers zéro, c'est l'exponentielle brownienne. Là, l'exponentielle que j'ai écrite en bas à gauche, c'est une martingale. BT, c'est le mouvement brownien. C'est une martingale et elle tend vers zéro et elle est positive, c'est une exponentielle. Alors pourquoi c'est important ? Eh bien, à cause de la chose suivante. Bon, ça, c'est des exemples de martingale. Je passe. C'est lié à ce sur quoi insistaient les gens du Club de Rome. Le rapport Meadows, ce qu'on appelle le rapport Meadows, c'est plutôt la deuxième version du Club de Rome en 2004, mais les gens du Club de Rome, ce qu'ils disaient, c'était que si la croissance était constante, ça fait une courbe exponentielle et qu'au bout d'un certain temps, on va dans le mur. Si la croissance est constante, ça veut dire que la vitesse de croissance est proportionnelle à la valeur actuelle. C'est ça que ça veut dire. Quand on dit qu'il y a une croissance de 2%, ça veut dire qu'il y a 2% par rapport à l'année précédente. Et donc c'est pour ça que les gens du Club de Rome, ils disaient « overshoot, collapse ». Donc c'était, tout leur raisonnement est fondé là-dessus. Donc c'est l'équation qui est ici. La vitesse est proportionnelle à la grandeur, dx sur dt est proportionnelle à la grandeur, avec un coefficient a qui est positif. Ça fait une exponentielle. OK, pas de problème. Alors qu'est-ce qui se passe si on rajoute du bruit ? Si on rajoute du bruit. Alors si on rajoute du bruit, on va faire un bruit aussi qui est proportionnel à la grandeur. Sigma x dbt, ou B c'est un mouvement brownien, ou bien B c'est une semi-martingale, ce que vous voulez. Un processus, quoi. Alors là, ce qui se passe, c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on attend. Il se passe que ça fait une exponentielle, mais bruitée. Le résultat. Ça fait une exponentielle bruitée. C'est-à-dire qu'on voit à peu près l'allure de l'exponentielle, mais il y a des oscillations, ça s'appelle la volatilité en finance,
il y a des oscillations qui sont d'ailleurs un peu croissantes, puisqu'elles sont proportionnelles à la valeur grand X. N'est-ce pas? D'accord? Mais alors, ce qui est très curieux, c'est que si la volatilité dépasse un certain seuil, eh bien, ça fait comme ça. C'est-à-dire que si la volatilité dépasse un certain seuil, en fait, ça ne croît plus du tout comme on croyait, et ça tend vers zéro. Et le seuil, il est explicite, et ce n'est pas seulement vrai pour le mouvement brownien, c'est vrai aussi pour les semi-martingales. Et, point très important, si on connaît le signal, c'est-à-dire si on connaît la courbe qui s'agite, il est impossible de retrouver l'exponentielle sous-jacente. Elle est complètement effacée. Vous pouvez faire des moyennes, vous pouvez faire des convolutions, vous pouvez faire tout ce que vous voulez pour enlever le bruit. Il y a un théorème de Gersanov, qui dit vous ne pouvez pas retrouver l'exponentielle sous-jacente. Donc ça veut dire que la volatilité, elle efface énormément. Parce que ce que je vais vous montrer plus loin, c'est que le seuil en question, il est très souvent atteint sur les marchés financiers, quasiment tout le temps. Et donc quand on a une courbe comme celle-ci, eh ben, en fait, on est incapable de dire quel était le signal sous-jacent déterministe. Si encore, puisque c'est ça qui est observé, si encore ça a un sens, ce signal déterministe. Et là, il y a un conflit, enfin, il y a une dispute entre les économistes. Ceux qui croient qu'il y a une réalité sous-jacente en dehors de ce que disent les marchés et ceux qui n'y croient pas. C'est-à-dire, c'est la question des fondamentaux. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. En tout cas, ça, c'est ce que disent les mathématiques. Et donc j'ai plaidé pour expliquer que le cours d'une ressource non renouvelable, ça avait plutôt cette allure-là que ce qu'on pense d'habitude. D'ailleurs, si vous réfléchissez à n'importe quelle ressource, mettons le pétrole, ça ne peut pas rester en l'air. Imaginez la fin. Il n'y a plus de gaz de schiste, il n'y a plus de sable bitumineux, il n'y a plus de pétrole. Le cours, il ne va pas rester en l'air comme ça. Ce n'est pas possible. D'abord, la tendance du cours, la pente, il ne peut pas y avoir de pente visible. Parce que s'il y avait une pente qui était claire, immédiatement les gens achèteraient, on ne verrait plus la pente. Donc c'est forcément une courbe agitée. Une courbe qui n'a pas de dérivée. C'est nécessaire. Mais en plus, ça ne veut pas rester en l'air. Parce qu'en l'air, qu'est-ce qui va se passer? Si vous réfléchissez un peu autour du point où on est là, où ça s'arrête, c'est pas comme ça que ça se passe. Parce qu'il y en a toujours qui vont dire « mais si, il y a encore des réserves par là ». Puis il y en a d'autres qui vont dire « non, c'est complètement tari, c'est fini ». Puis il y a des disputes. Et quand il y a comme ça des opinions divergentes, ça fait des inquiétudes. Et les inquiétudes, ça se traduit comment sur les marchés? Ça se traduit par de l'agitation. Donc en fait, ça ne peut pas rester bien gentiment en l'air, ça s'agite. Et ça s'agite de plus en plus quand on arrive près de l'épuisement de la ressource. Et puis alors quand il y en a vraiment très 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 peu de la ressource, les oscillations sont telles que ça finit par mourir. Ça finit par aller vers zéro. Pourquoi? Parce que l'organisme qui gère le marché, c'est des marchés organisés tout ça, il essaye de donner un prix qui tienne compte des gens qui achètent, des gens qui vendent, pour que ce prix soit le prix de référence à chaque instant. Mais comme il y a des oscillations qui sont très très fortes, ça lui coûte trop cher en fait. Et au bout d'un certain temps, ça s'arrête. Il dit allemand, j'arrête, je dépense trop d'argent à faire que le marché fonctionne. Ça s'est déjà produit pour un marché aux États-Unis, le SO2, un marché sur l'oxyde de soufre, qui en fait s'est arrêté parce que c'était un marché privé et les gens considéraient que ça coûtait trop cher. Donc ça peut s'arrêter, les marchés financiers, sur une ressource. Donc voilà, en tout cas, ça c'est un schéma. Alors ça, c'est pour vous montrer que ça s'agite énormément. Ça s'agite énormément. Bon, là, il se trouve que ça, ce sont des crédits default swaps, ce sont des dérivés sur des dérivés de crédit de la Banque mondiale, mais j'attire votre attention sur le fait que les ordonnées commencent à zéro. Ça, c'est important dans les schémas. Les ordonnées commencent à zéro. Donc, vous avez des multiplications par 10
C'est en quelques instants. C'est pas rien du tout. Hein. La volatilité, c'est des ordres de grandeur considérables. Considérables. Alors, si vous prenez... Ça, c'est des ressources renouvelables. Mais bon, parce que j'avais le slide. Le prix du blé, il s'agite aussi énormément. Il est multiplié par 4 ou divisé par 4 en l'espace de quelques mois. Même chose pour le coton. Hein. Alors, bon, je pense qu'il y aura des questions. Est-ce que... bon, je vous ai parlé de l'effacement du disque. Oui, donc la courbe que je vous citais, là, on l'appelle la courbe en coiffure de punk. Donc ça, c'est ça qui fait référence à ce que je vous ai raconté à l'instant. Je suis très en retard. Je m'en excuse. La deuxième, une grande question qui se pose maintenant, c'est de savoir si ce que disent les mathématiciens, ce que dit la théorie mathématique de l'arbitrage, est-ce que ça a un rapport avec ce qui se passe vraiment sur les marchés? Est-ce que les marchés financiers, on peut considérer qu'ils sont bien décrits ou mal décrits par la théorie mathématique de l'arbitrage? En sachant que la théorie mathématique de l'arbitrage ne décrit pas au détail ce qui se passe, n'est-ce pas? Elle ne dit pas si ça monte, si ça oscille, elle dit des principes simplement. Elle dit au fond que voilà, sur les marchés financiers, on ne peut pas spéculer. C'est ça qu'elle dit, c'est les marchés parfaits dans lesquels on ne peut pas gagner d'argent sans prendre des risques. Alors, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que plus la spéculation est performante, plus les marchés sont conformes à la théorie mathématique de l'arbitrage. Alors, je vais vous expliquer ça parce que c'est très intéressant. Comment aborder ça? Vous savez qu'aujourd'hui, la spéculation, ce n'est pas une petite affaire d'amateurs ou en boursicote. Non. La spéculation, ce sont des équipes professionnelles. Bon, j'en ai pratiqué beaucoup. Il y en a aussi bien à Hong Kong, à Chicago, qu'à Singapour, qu'à Paris. Des équipes professionnelles qui travaillent avec de très gros moyens informatiques. Alors, ils font du trading haute fréquence, comme on a parlé. Le trading haute fréquence, bon, on peut en parler péjorativement, mais au fond, c'est simplement des tout petits profits en très grand nombre. Au centième de seconde, on arrive à montrer des trucs. Trading haute fréquence. Ils utilisent aussi la théorie des séries temporelles en statistique. La théorie des séries temporelles est très développée. Et donc, si on modélise les courbes, maintenant, voilà, il y a... la théorie des séries temporelles dit beaucoup de choses. Ils utilisent aussi des big data. Alors, pourquoi les big data? Ça sert à faire une corrélation entre des événements, des situations géopolitiques et les réactions des marchés. Donc, c'est un peu de l'IA, si vous voulez. Et il faut effectivement engranger pour essayer de reconnaître des situations qui pourraient être considérées comme similaires. Et puis surtout, ils utilisent des algorithmes d'apprentissage, les algorithmes que vous avez dans vos téléphones mobiles pour reconnaître la reconnaissance vocale. Les algorithmes d'apprentissage ont fait des progrès considérables. Donc ce sont des équipes qui ont des moyens informatiques considérables. Et comment ils fonctionnent? Eh bien, ils essayent leurs algorithmes pendant 6 mois, 1 an, en blanc, sur des blancs d'essai, en se servant des cours de Reuters pour voir ce que ça donne. Et donc ça, c'est très efficace comme méthode. Et une fois que leur algorithme est bien au point et que ça rend, effectivement, ils le font en vraie grandeur. Ah, je vais vous dire, moi, j'avais trouvé un arbitrage en 1995. Et j'en ai parlé à une filiale d'une grande banque française, Indosuez pour ne pas la citer. Après 3 séances, les traders avaient fini par comprendre le truc. Et ils les avaient mis sur les bancs d'essai. Et puis finalement, ils s'en sont servis sans rémunérer le labo auquel j'appartenais. Alors ça, j'étais pas content. Et j'étais pas content. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai publié l'arbitrage. Je l'ai mis dans mon premier bouquin chez Odile Jacob, donc c'est raconté. Et à partir du moment où vous donnez à la connaissance publique un moyen de faire des profits sans risque,
eh bien le marché, il efface cette technique parce que tout le monde s'en sert et donc ça disparaît et il n'y a plus de profit. Il n'y a plus de profit. Vous comprenez ça? Donc ça veut dire que plus la spéculation est efficace et plus les marchés ressemblent à ce que dit la théorie mathématique de l'arbitrage. Il y a une espèce de course-poursuite. Pour faire comprendre, souvent je prends une petite anecdote. Supposez que le profit ce soit des poissons et que les spéculateurs ce soient des pêcheurs. Alors, bon, s'il y a des pêcheurs, c'est qu'il y a du poisson. Parce que s'il n'y avait pas de poisson, il n'y aurait pas de pêcheurs. Ça coûte d'avoir un bateau, ça coûte du temps de pêcher, donc c'est une activité. Donc s'il y a des pêcheurs, c'est qu'il y a du poisson. D'accord. Mais, comme a dit Gaël Giraud, le poisson, il y en a de moins en moins. Et pourquoi il y en a de moins en moins? Parce que les techniques de pêche sont de plus en plus performantes. Les chaluts, les sonars, les radars, tout ça, sont de plus en plus performants. Et le fait que les pêcheurs puissent faire du profit, c'est uniquement parce que leur technologie se perfectionne. Néanmoins, le résultat, c'est que dans quelques temps, il n'y aura plus de poissons du tout. Donc ça veut bien dire que, vous comprenez l'image, c'est la même chose sur les marchés financiers. C'est de plus en plus difficile de faire des profits sur les marchés financiers. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous fassiez mieux que les équipes spécialisées. Et donc ça, c'est extrêmement difficile. Donc ça veut dire que les marchés financiers... Ah oui, il faut que je fasse attention à l'heure. Alors, bon, mais je crois que vous avez compris sur tout ça. J'en arrive à la dernière partie, qui consiste à dire quelles sont les relations entre l'économie et les ressources non renouvelables. Alors c'est là qu'intervient Hayek avec son signal prix. Donc la phrase quand même que j'ai mise là est très très importante. Il compare les industriels à des ingénieurs qui ont des cadrans. Ils ont leur fonction de production. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une fonction de production. C'est l'équation qui régit les salaires qu'il a dépensés, les matières premières qu'il utilise, les remboursements d'emprunts pour ses machines. C'est la fonction de production de l'industriel. Et s'il y a des changements de prix, il sait ce qu'il doit faire. C'est ces changements de prix qui sont très importants. C'est ce que Hayek appelle le signal prix. Alors ma thèse principale, c'est de dire que le signal prix, on ne le voit pas. C'est-à-dire les courbes de Meadows du Club de Rome, elles sont complètement fausses parce qu'en fait les prix sont complètement agités, les marchés sont fumigènes. Ça, par exemple, ce sont les épuisements prévus des métaux. Ça, c'est l'agitation du thym, de l'étain. Ça, c'est l'agitation du zinc. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le problème, c'est que les tendances, elles ne sont pas assez claires. Elles ne sont pas assez claires pour qu'on puisse s'en servir. C'est ça le grand problème. Maintenant, l'économie est coordonnée par les marchés financiers. Il faut bien voir qu'à l'époque de Marx, à l'époque de Proudhon, la bourse, on boursicotait. La bourse, c'était juste un indicateur de ce qui se passait dans l'économie. Mais maintenant, les marchés financiers, c'est pas ça. Les marchés financiers, c'est un organisateur de l'économie. Et donc, c'est pas assez précis si vous imaginez un petit industriel ou un petit cultivateur du Sud. Il ne sait pas si dans 5 ans, il va construire un hangar, il va acheter une machine, il va planter des arbres ou il va augmenter son cheptel. Mais il est complètement dans le brouillard parce que sa récolte va être vendue à un grossiste qui va lui imposer les prix des cargos et les prix des marchés financiers. Donc tout bouge. En fait, il ne sait pas du tout. Alors qu'est-ce qui se passe quand tout bouge? Eh bien, il ne fait rien. En fait, il ne fait rien. Il va rester comme c'est. C'est comme le lapin dans les phares de la voiture. Il ne bouge plus. Et donc, ça encourage le business as usual. Alors, on va dire, oui, mais il peut prendre des produits dérivés, c'est fait comme des assurances sur les variations des prix. Oui, mais on ne peut pas piloter une affaire avec des assurances. C'est comme si vous conduisiez une voiture en lâchant le volant, puis en disant si ça tape à gauche, si ça tape à droite, je suis pareil. On ne conduit pas une... Non, d'accord? Alors, il y a aussi autre chose, très rapidement, je déborde un tout petit peu. C'est que
c'est la question écologique. Quand il y a un conflit entre une zone qui est précieuse écologiquement, un marais, bon. Alors il y a une théorie qui dit, eh bien, on va faire venir des experts et on va mettre un prix très haut pour que les gens respectent la nature. Et puis on va même indexer le prix pour faire une pente, parce qu'on sait que tout ça, ça bouge. Mais alors si par exemple c'est un marais puis qu'en dessous il y a du pétrole, ou bien les conflits entre la forêt primaire au Canada et les sables bitumineux, c'est exactement la même chose, eh bien au bout d'un certain temps, ce qui va se passer, c'est que le prix du pétrole, il est comme ça. Il est comme ça, et les oscillations sont telles qu'au bout d'un certain temps, ça va devenir rentable de prendre le pétrole et de laisser le marais, quelles que soient les décisions des experts, parce que les experts, ils vont parler de façon déterministe. Alors, comme j'ai plus de temps, je passe et je voudrais simplement vous attirer votre attention sur les derniers développements de cette affaire. Dans la loi biodiversité sous François Hollande, et encore dans le plan biodiversité sous Emmanuel Macron, on réfléchit à faire des marchés de compensation. Alors ça, c'est le pire du pire. Parce que, bon, on a parlé un peu du CO2 en Europe. Vous savez qu'il y a un marché du CO2 en Europe, mais c'est un marché exactement du type de ce dont je parle. C'est-à-dire que c'est un marché avec des produits dérivés, hein, et c'est un marché où, effectivement, on n'a pas mis les quotas assez hauts. Et alors, finalement, personne ne sait combien l'Europe va émettre de CO2 dans 10 ans. C'est impossible. Avec les outils qu'on a, c'est impossible. Les marchés financiers ne donnent aucune indication performante sur ces sujets. C'est vraiment la fumée. Or, ce qu'il faudrait, ce qu'on espérerait, c'est que la rareté, ça se voit bien pour que les industriels se détournent des biens qui sont rares et aillent vers la transition écologique. Mais alors, les marchés de compensation, c'est encore mieux. Et donc, ce n'est pas encore mis en œuvre, mais ça existe pour partie aux États-Unis. Mais on en discute beaucoup à Bruxelles. Et l'idée, c'est quoi ? C'est que s'il y a un promoteur qui achète, disons, la moitié du Marais Poitevin pour faire un parc d'attractions, avec des montagnes russes, avec des crocodiles, et puis des immeubles, et puis des parkings et des routes, on lui dira « Ah oui, mais il faut compenser. Donc vous allez acheter un terrain dans le Larzac, ou bien vous allez acheter un terrain en Afrique, et là, vous laisserez prospérer la biodiversité. » C'est ça l'idée. C'est complètement fou. On détruit, et après, on ne sait pas ce qu'on aura. C'est vraiment fou. Et en plus, la zone dans le Larzac et la zone en Afrique, elles seront en marché. On pourra les échanger contre une zone dans le désert de Gobi ou en Patagonie. Ça sera un marché des zones de compensation. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de... C'est un peu la conclusion, je crois, de cette journée. Il y a une espèce de culte du marché, comme s'il y avait une espèce de providence. Pardon ? Est-ce que vous pouvez... Ah oui. Il y a une espèce de culte du marché, comme s'il y avait une providence pour gérer tous ces trucs-là. Et alors, ce qui est le plus surprenant pour moi, c'est comment des gens qui sont des gens cultivés, intelligents, continuent à penser que c'est dans cette voie qu'il faut aller. Bon, alors, on aura quand même un petit peu de temps pour les questions. Je vais m'arrêter là. Merci beaucoup.